Sud Radio, l'invité politique, Jean-Jacques Bourdin. Christian Estrosi, maire de Nice, est avec nous, vice-président d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Bonjour, Christian Estrosi. Merci d'être avec nous. Alors, je vais commencer par un thème et un sujet qui vous tient à cœur, l'insécurité, la lutte contre l'insécurité. Pourquoi ? Eh bien, parce que je vais reprendre ce qu'a dit Gérald Darmanin. Il n'y a plus de lieux sûrs en France. Vous êtes d'accord avec lui ? Il n'y a plus de lieux sûrs en France ? Oh, je suis sûr qu'il n'y a plus de lieux sûrs. Alors, il y a des lieux qui sont plus sûrs que d'autres. Oui. Et on le voit bien sur la cartographie de la délinquance. Oui. Et ce sont ceux qui sont les mieux équipés, soit par les volontés politiques des élus locaux soutenus par l'État. Qu'est-ce que vous voulez ? Je suis en train de livrer un hôtel de police mutualisé, police nationale, police municipale, gendarmerie, avec un centre d'hypervision urbain où vous aurez toutes les intelligences artificielles, 530 policiers municipaux en plus des 1000 policiers nationaux, armés jusqu'aux dents, et près de 1200 caméras de vidéosurveillance. Alors justement, c'est plus simple que quand vous êtes un maire dans une ruralité qui... voilà. Alors justement, vous êtes à la pointe. Que peut-on faire de plus ? Les caméras de vidéosurveillance, vous les avez installées. Vous demandez... au niveau national, que tous les policiers municipaux soient armés. Ils ne le sont pas dans toutes les communes. C'est une telle évidence. On en fait des cibles à partir du moment où on leur fait porter un uniforme sans être armés. Oui. Et la reconnaissance faciale, où est-ce que vous en êtes de cette fameuse reconnaissance faciale ? Eh bien, naturellement, la CNIL, cette institution poussiéreuse qui remonte à 78... Il faut la supprimer. Ou la supprimer, ou en tout cas... corriger tous ces défauts. Oui. Aujourd'hui, sur votre téléphone, Jean-Jacques Bourdin, vous êtes regardé en reconnaissance faciale tous les jours, ou par Xi Jinping, ou par Trump. Ça, c'est vrai. C'est une réalité. Et en France, on s'interdit de surveiller ceux qui sont fichés S, ceux qui sont des délinquants sexuels, sur les mineurs notamment, et ceux qui sont dans le narcotrafic les plus dangereux. C'est quand même dingue. Alors, naturellement, on détourne un peu les choses, je l'avoue. On bâtit des algorithmes où notre intelligence artificielle arrive à détecter par les gestes, par la texture des tissus, etc., comment taguer des gens qui sont en train de commettre un délit, peuvent être identifiés et retrouvés là où ils se trouvent. Et je sais que ça contrarie la CNIL qui cherche par tous les moyens à essayer de nous détourner. Mais ce qu'a utilisé Gérald Darmanin pour les JO n'était que la reprise de notre expérience en matière d'algorithmes. Et les drones ? Les drones pour lutter contre la délinquance au quotidien, pour lutter contre les trafics de drogue, pour lutter contre les rodéos urbains. Alors ça, les drones, c'est une farce épouvantable du Conseil constitutionnel. C'est-à-dire ? Pourquoi ? Parce que le gouvernement, sous Gérald Darmanin, lorsqu'il était ministre de l'Intérieur, a voté une loi permettant l'usage par les polices municipales et nationales des drones. Nous avons aussitôt formé et fait qualifier des policiers municipaux et acheté des drones hyper performants. Nous avons, puisque je préside un réseau qui s'appelle Pacte Sûr au plan européen, avec des polices municipales européennes, pris exemple sur la police de Madrid qui est la plus expérimentée dans l'usage des drones, et nous en sommes co-formés avec eux. Et puis tout d'un coup, 15 jours après, le Conseil constitutionnel a dit oui, la police nationale peut utiliser, pas la police municipale. Ce qui fait que je prête mes drones à la police nationale. Alors je sais que aujourd'hui Bruno Retailleau est en train de revoir tout cela. Ça va être revu. Et naturellement, le drone est un outil extrêmement efficace. Est-ce que les policiers municipaux pourront utiliser des drones ? Dans ce que prévoit Bruno Retailleau, ils pourront le faire. Ils pourront le faire. Ça, et nous sommes prêts puisque nous avons les qualifications et les formations. Alors pour terminer avec la lutte contre l'insécurité, à Nice, il y a aussi des agents de sécurité privés
dans plusieurs quartiers que vous avez embauchés. Hein. Et puis, je voudrais parler des expulsions de familles, de leurs logements sociaux. C'est possible ? C'est possible puisque... Et vous le faites ? Alors, non seulement nous le faisons avec naturellement à chaque fois une validation du parquet et du procureur de la République, que je veux remercier dans le partenariat que nous avons, puisqu'il nous a accordé un GLTD, un groupement local de traitement de la délinquance, notamment sur le narcotrafic, ce qui est un label qui nous donne un pouvoir d'intervention à ses côtés et sous son autorité important. Et nous en sommes déjà à 200 expulsions. Vous êtes récidiviste dans une famille qui est logée dans un logement social. À la première infraction, la famille peut ne pas être au courant. À la deuxième, lorsqu'il y a récidive, elle est forcément au courant et on expulse la famille. Et mercredi prochain, je vais signer, jusqu'à présent c'était avec le bailleur social de la ville de Nice, avec tous les bailleurs sociaux qui sont à Nice, avec le préfet, avec le procureur de la République, une convention qui nous permettra de le faire chez tous les bailleurs sociaux. Et la suppression des allocations ? Eh bien, nous sommes sur la finalisation d'une convention entre la Caisse d'allocation familiale des Alpes-Maritimes, le procureur et la ville de Nice pour pouvoir supprimer les allocations à ceux qui manquent à tous ces devoirs en matière de trafic, de deal, de violence, d'insécurité en général et qui sèment le Bronx de partout. Volonté de Bruno Retailleau, durcir les conditions de naturalisation. Est-ce que vous êtes en accord avec ce qu'il a annoncé hier ? Un test, par exemple, sur l'histoire de France, obligatoire, pour devenir français. Un contrat de travail obligatoire. Vous êtes en accord ? Non seulement sur tous les points que vous rappelez, je suis en accord. Et il y en a un que vous n'avez pas spécifié, qui est celui que quelqu'un qui est rentré en situation irrégulière dans notre pays ne peut pas demander ensuite à pouvoir bénéficier d'une régularisation. Donc je suis naturellement en total accord et naturellement qu'on ne puisse pas bénéficier des allocations que payent les Français au moment où on a besoin de faire des économies lorsque nous ne sommes pas en règle et qu'on n'a pas obtenu ces accords et cette régularisation après avoir rempli toutes les conditions que vous venez d'évoquer et de lister. Alors à propos de Bruno Retailleau, vous êtes Wauquiez ou Retailleau ? Je ne suis pas républicain. Vous n'êtes plus républicain, je le sais. Mais, alors, je le suis quand même dans mon cœur parce que c'est toute ma... Et aujourd'hui, toute votre vie politique. Dans ma majorité municipale, j'ai de nombreux républicains. Je les ai laissés libres l'un et l'autre de faire leur choix, de choisir. Mais ce qui me rassure, Jean-Jacques Bourdin, c'est qu'alors que on a cherché à tuer les Républicains, et je rentrerai pas dans les détails de ce que vous savez de plus scabreux de cette histoire, on pensait qu'ils étaient à plat. De voir qu'il y a de nouveau un débat entre deux personnalités importantes des Républicains, qu'ils sont debout, qu'il y a des adhésions, qu'ils se redressent. Tout ça est bon pour le grand arc républicain qu'on a besoin de reconstituer pour qu'il y ait demain de nouveau une majorité absolue. Alors vous êtes Wauquiez ou Retailleau plutôt ? Je redis une chose, c'est que je ne fais pas d'ingérence dans une formation qui n'est pas la mienne aujourd'hui, mais que je me réjouis de voir les Républicains se redresser. Je soutiens les Républicains. Mes adjoints viennent d'ouvrir une permanence dans ma ville où je vois les adhésions qui se font grâce à cette élection interne. Ça veut dire que les électeurs républicains dont on pouvait penser qu'ils étaient partis pour beaucoup ailleurs sont restés dans cet arc républicain. Je m'en réjouis et je les soutiens. Vous allez publier un livre le 5 juin ? Je publie un livre le 5 juin. Quel sera le thème principal ? Qui s'appelle Ma ligne bleue. Ma ligne bleue. Et à partir du bleu, ça permet de parler de beaucoup de choses. Ça permet d'abord d'écologie de droite. Au moment où j'accueille le plus grand sommet de la planète sur les glaciers, les océans et les mers, le 3e après New York en 2017 et Lisbonne en 2022, il sera au bord de la Méditerranée à Nice. Le premier
où je présiderai une coalition de tous les maires de la planète qui représente un trait de côte, c'est-à-dire 1 milliard d'habitants qui peuvent être touchés par la montée des eaux à cause du réchauffement climatique. Mais on y aborde aussi des sujets très régaliens, comme notre souveraineté industrielle, militaire, où nous avons besoin de nous ressaisir, et notamment sur la surveillance des océans, des mers, mais aussi Est-ce que Donald Trump est invité et viendra-t-il? Donald Trump est invité, mais Donald Trump s'est retiré des accords de Paris. Oui. On a plutôt le sentiment qu'il ne répondra pas forcément. Mais les Américains seront là. Oui. Il ne faut pas penser qu'un régime incarne des populations. Oui. Et lorsque je vois que mes amis, Karen Bass, maire de Los Angeles, le maire de New York, le maire de Miami avec lequel nous sommes jumelés, ou encore la mairesse de la Nouvelle-Orléans, qui sera ma vice-présidente de la coalition des maires, seront là, parmi d'autres, les Américains seront bien présents grâce aux maires. Bien, l'arc républicain, dans 2 ans, élection présidentielle, qui doit conduire cet arc républicain? Édouard Philippe, c'est clair pour vous? Je suis engagé aux côtés d'Édouard Philippe très clairement. Nous avons notre prochain congrès à Marseille le 17 mai sur le thème régalien, où je vais réaffirmer ses positions très fermes au plan notamment de la sécurité et de l'autorité, qui doit aujourd'hui être un marqueur fort. Et naturellement, nous aurons le moment venu, et je ferai partie de ceux qui veilleront à ce qu'il n'y ait pas dans le camp républicain, que ce soit chez les uns ou chez les autres, des risques de division. On devra se ranger derrière le mieux placé pour tout faire pour l'emporter. Et le mieux placé pour vous, c'est Édouard Philippe. C'est clair. Alors, je ne vais pas reprendre tous les sondages. Je vais pas reprendre tous les sondages, mais vous y faites référence. Bon, non, pour l'instant, tel est le cas. Voilà. Mais Édouard Philippe lui-même est un rassembleur, et je sais qu'il ne jouera jamais la politique du pire. Alors, comment faire pour rassembler toutes les ambitions? Parce qu'elles sont nombreuses, les ambitions. Vous le savez bien, dans l'arc républicain, Gabriel Attal, Bruno Retailleau, Laurent Wauquiez et d'autres encore. Il est normal qu'à 2 ans d'une élection présidentielle, chacun ait envie d'aborder ces petites différences. Si on les remarque et si on les regarde de près, elles sont souvent à la marge. J'ai l'impression que de plus en plus, notamment sur le plan de l'autorité, chacun rapproche ses positions les uns des autres. C'est le plus important, ce sera l'autorité qui fera la différence. Non, parce que un des sujets, l'autorité, c'est souvent... Je vous écoutais tout à l'heure, vous parliez sur les chroniques qui étaient alimentées autour de vous d'immédiateté. Sur l'autorité, on a souvent ces commentaires, notamment sur les chaînes Tout Info, où on dit vous avez vu, cette nuit il s'est passé ça, alors ce matin on réagit comme ça. Non, les choses doivent se regarder, et c'est pour ça que le sujet de la transition écologique, alors que nous ne pouvons pas ajouter une crise économique à une crise économique, une crise écologique, alors que nous savons que nous allons vers des temps de tempête, que nous allons vers des temps d'inondation, de désastres sur la planète, qui sont incroyables. Aujourd'hui, regardez la souveraineté industrielle, notre capacité d'innovation qui s'est affaiblie, et où au plan européen, nous devons nous ressaisir pour ne pas être pris en étau entre la Chine et les États-Unis. Regardez ce qui s'est passé il y a 30 ans. On était des leaders sur l'énergie nucléaire. Nous ne le sommes plus. Nous étions des leaders sur les panneaux solaires. On n'en fabrique plus un seul en France. Les Chinois les vendaient à moitié prix et à perte. Et on réussit à prendre tout le marché aujourd'hui. Sur le véhicule électrique, on s'est enfermé dans une stratégie, on a dit à 2035, on ne doit plus rouler qu'en électrique. Naturellement, je suis favorable en matière de lutte contre les pollutions. Il faut revenir sur cet impératif. Mais aujourd'hui, il ne faut pas s'enfermer sur une seule technologie. Quand on sait que on est aujourd'hui presque en mesure de faire 100 km avec 1,5 litre d'essence de synthèse et
de nouvelles solutions hybrides, il faut avoir plusieurs solutions sous la main pour pouvoir être performant sur le marché, là où les Chinois viennent aujourd'hui vendre presque à prix cassé des véhicules électriques pour casser l'industrie automobile européenne et française, notamment avec Renault et Stellantis, que nous devons défendre. Moi qui ai été ministre de l'Industrie, je me suis battu pendant la crise des subprimes en 2008, 2009, 2010 pour les sauver, et c'est pas pour les voir s'effondrer aujourd'hui. Alors Édouard Philippe, je le précise, une petite parenthèse, sera mon invité le 20 mai prochain, ici même à votre place, Christian Et après Estrosi. votre congrès, c'est important que vous le receviez à ce moment-là. Oui, le budget. Un référendum sur les dépenses publiques et la dette, a proposé François Bayrou. Bonne idée ou mauvaise idée ou idée farfelue, saugrenue? Enfin, je ne sais pas quel qualificatif employer. D'abord, le gaulliste que je suis ne peut pas être contre le référendum. Oui. Mais moi, je vous répondrai, je veux connaître la nature du référendum. Oui. Moi, si c'est un référendum où on me propose de supprimer les allocations pour les étrangers en situation irrégulière, je dis oui à ce référendum. Vous êtes favorable à la suppression des allocations pour les étrangers en situation irrégulière? Si c'est un référendum pour la baisse des impôts productifs, j'y suis favorable. Si c'est un référendum pour nous proposer de supprimer 103 agences, 434 opérateurs, 317 organismes consultatifs de l'État qui nous rajoutent des normes et des normes et des normes qui coûtent 100 milliards d'euros aujourd'hui à la France, je suis favorable à un référendum tel que celui-là. Vous nous annoncez plein de mesures. Ce sont les mesures Édouard Philippe, ça ? Qui seront défendus? Je suis aussi un homme libre. Oui, je qui sais, a le droit de défendre. C'était l'ébauche d'un programme présidentiel. Mais en tout cas, nous sommes à horizon plus que favorables à ce que des normes qui coûtent extrêmement cher aux contribuables français, à l'État et aussi à notre capacité à produire, à innover, à bâtir. Moi, un référendum pour dire demain, alors qu'on a bâti aux 3/4 une autoroute, on l'arrête alors qu'on est sur le point de l'achever. Quel gaspillage que les normes qui nous conduisent à ça et qui conduisent un tribunal administratif à arrêter le chantier. Je dis oui à un référendum qui casse ce genre de comportement que les Français ne peuvent pas comprendre. Vous aviez proposé ici même, on parle beaucoup de cette contribution modeste pour financer les services publics de la commune. Vous aviez proposé cette idée ici? Oui, absolument. Vous la retenez toujours? Vous la défendez toujours? Mais je la retiens toujours plus que jamais. Aujourd'hui, qu'on nous donne les moyens de nos propres ressources pour pouvoir financer et aussi faire des économies de fonctionnement. Tenez, je vous prends un exemple. En 2024, l'inflation sur la fonction publique en général et surtout sur la fonction publique territoriale sera montée de 2%. J'ai réussi, grâce aux 51 communes avec lesquelles nous avons mutualisé les 2/3 des services dans la métropole de Nice-Côte d'Azur, à ce qu'elle ne dépasse pas 1,6%, ce qui a permis de monter notre capacité d'autofinancement brut et donc notre capacité d'investissement. Il vaut mieux investir dans le service public et dans ce qui rapporte de l'attractivité à nos territoires et qui crée des emplois, plutôt que dans les dépenses de fonctionnement qui, au contraire, alourdissent les charges de la collectivité et nous empêchent d'investir. Donc, contribution modeste payée par les habitants d'une commune, oui. De votre commune, à Nice, par exemple, oui, pourquoi pas? Non, mais... qui remplacerait la taxe d'habitation, mais non, mais la taxe d'habitation, aujourd'hui, elle est supprimée. Oui, je sais, c'est pour ça. Et j'y étais favorable. Mais je sais. Est-ce qu'il est normal qu'il n'y ait qu'une partie de la population qui paye un impôt local, à savoir celui qui est propriétaire et qui paye donc une taxe foncière. Il est normal que même un foyer le plus modeste, même si la contribution ne devait être que de 1 euro à partir du moment où on profite de tous les services publics, des avantages. Vous vous rendez compte que en matière de cantine scolaire, je sers 28 000 repas par jour, qui coûtent dans leur production à peu près 7,80 €
à la collectivité, et pour les foyers les plus modestes, nous les facturons 0,80 €. Oui. Bon, c'est normal que quelque part, chacun paye et apporte sa contribution à ce qui permet à une collectivité d'avancer. Bien, vous soutenez Israël clairement. Est-ce que vous soutenez la nouvelle volonté de Benjamin Netanyahou de conquérir Gaza? Vous avez vu cela? D'abord, nous sommes partis à la conquête de Gaza. Bon, nous sommes aujourd'hui dans une situation où vous vous rendez compte que le Hamas n'a toujours pas restitué à toutes les familles israéliennes, morts ou vivants, tous les membres de leur famille qui ont été enlevés lors du pogrom du 7 octobre 2023. Bien. Aujourd'hui, nous voyons sans fin le Hamas. Quand c'est pas le Hamas, c'est le Hezbollah. Les menaces de l'Iran qui continuent de fluctuer pour continuer à abattre Israël. Qu'Israël aujourd'hui veuille neutraliser une fois pour toutes les menaces terroristes, parce que je vous rappelle que les terroristes qui frappent Israël sont les terroristes qui frappent en France, qui frappent en Europe, qui frappent dans le monde. Et chasser la population palestinienne de Gaza? L'État islamique, c'est pas chasser la population palestinienne. D'ailleurs, j'ai vu des soulèvements de Palestiniens contre le Hamas lui-même sur la bande de Gaza. Et naturellement, une femme, un enfant, une famille palestinienne qui est victime du Hamas elle-même sur la bande de Gaza, parce que au fond, ceux qui font souffrir leur population à Gaza, ce sont les terroristes du Hamas eux-mêmes. Donc quelque part, naturellement que sur la scène internationale, nous essayons de trouver un accord qui nous permette de neutraliser une fois pour tout ce terrorisme, qui est un terrorisme aussi contre nous. Quand Israël se bat contre le Hamas, en même temps, le Hamas, ce sont des alliés de Daesh, de l'État islamique et de tous ceux qui viennent commettre des attentats terroristes chez nous. C'est nous protéger nous-mêmes. Il faut qu'on en ait conscience. Sans compter ceux qui, dans notre pays, devraient être exclus de toute activité publique ou politique, notamment à LFI, ou dans leur comportement... Il faut dissoudre LFI? Mais vous demandez la dissolution? Quand vous avez une Rima Hassan qui, du matin au soir, a des propos antisionistes, antisémites, et que nous voyons ressurgir cet antisémitisme dans notre pays qui, quelque part, a quelque chose d'effrayant et que je combats de toutes mes forces, on se dit que tout ça est lié et que tirer sur Israël aujourd'hui, plutôt que de trouver un accord international pour neutraliser et éliminer une fois pour toutes le Hamas et le terrorisme sur la bande de Gaza ou ailleurs, c'est une exigence pour nous protéger nous aussi. Rima Hassan est députée européenne. Est-ce qu'elle doit rester députée européenne? Mais je ne sais pas, moi. Est-ce qu'LFI doit être... est-ce que vous considérez qu'LFI est un parti anti-républicain? Jean-Jacques Bourdin, je vois tous les jours des gens devant les tribunaux qui ne sont pas députés européens, députés français, sénateurs, élus, etc., qui n'appartiennent pas à une formation politique, mais qui se livrent à de l'antisémitisme délibéré. Elle devrait être conduite devant les tribunaux. Condamnée devant les tribunaux. Et parce que elle a un statut politique où on se dit oulala, on veut pas ouvrir un conflit où on donne l'impression de vouloir destitution. Quelque part, on doit répondre de ses actes. Donc destitution. On doit répondre de ses paroles. On doit répondre de ses provocations. Donc destitution. Mais quand on parle d'antisémitisme, de cette résurgence d'une affaire Dreyfus, ou du plus grand génocide que nous ayons connu au cours du XXe siècle, et dont on pensait que plus jamais nous ne reviendrions sur ces sujets, que nous étions dans une société où, que l'on soit de gauche ou de droite, c'était exclu de toute pensée et de tout acte. Donc destitution. Mais pardon, c'est un délit que commet... Donc destitution. Oui.
Oui, d'institutions, en tout cas, traduction devant des tribunaux pour rendre compte de cette incitation à l'antisémitisme avec toutes les conséquences que ça a. On l'a vu régulièrement ces dernières semaines sur un certain nombre de nos concitoyens. Merci Christian Estrosi d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud Radio. Il est 8h58 et vous suivrez, parce que vous avez été reçu plusieurs fois par le pape François, vous suivrez avec attention, j'imagine, le conclave. Naturellement. Bien, merci beaucoup. Merci. Il est 8h59. Merci.